On ne s'attendait pas à ce que la première motion s'achève sur ce ton. Bon. Non. Nous avons droit assez classiquement à des observations sur le fait qu'on abuse des motions. Ben, si vous trouvez que les motions ne servent à rien, supprimez-les. C'est aussi simple que ça. Mais je comprends qu'on dise qu'on n'est pas d'accord, mais j'ai à nouveau, je proteste contre les propos disqualifiants du débat. Par exemple, dire que si quelqu'un a une attitude, un choix politique, c'est de la posture idéologique. Mais tout est de la posture idéologique. Les droits de l'homme, monsieur le ministre, c'est une posture idéologique, parce qu'il n'existe aucune preuve de la validité de ces droits, sinon par le consentement auquel nous sommes tous parvenus, qu'il surplomberait tout l'édifice juridique. Donc, de grâce, contentons-nous de faits et de l'échange qu'on peut avoir à ce propos avec la modestie de ceux qui savent que ce sont des opinions. Nous sommes de ceux qui, en toutes circonstances, toujours, se sont prononcés pour que les droits soient les mêmes sur tout le territoire. Tout le temps, sur tous les sujets, à tout propos. Nous sommes opposés aux droits particuliers. Vous allez nous retrouver dans le débat sur les régions périphériques, sur les régions transfrontalières, où il est question d'établir un droit particulier transfrontalier, ce qui n'a pas fini de nous faire rire, puisque les voisins des transfrontaliers deviendront à leur tour des transfrontaliers, et ainsi de suite. Nous sommes pour que le droit et la loi soient la même partout. Et ceci pour une raison idéologique. Idéologique, j'en conviens. C'est que la République est ou bien une et indivisible, ou bien ce n'est pas la République, c'est-à-dire la chose commune. Dès lors que tel ou tel territoire est dans la République, alors la loi s'applique à elle telle qu'elle est. Et si vous changez la loi pour qu'elle soit à géométrie variable, vous brisez le sens de la seule communauté, la seule signification que peut avoir la communauté nationale, c'est l'unité et l'indivisibilité de la loi. La loi s'applique à tous parce qu'elle a été décidée par tous. Et c'est la raison pour laquelle, oui, j'admets, c'est de l'idéologie. Dans l'Ancien Régime, on ne pensait pas comme ça. Il y avait des sénéchaussées, il y avait des bailliages, il y avait toutes sortes de découpages avec des lois particulières. Nous autres Jacobins y avons mis bon ordre il y a 2 siècles de cela. Et voilà la raison pour laquelle, lorsqu'on traite de Mayotte, nous y venons avec le sentiment particulier d'une affection spéciale pour ce territoire d'outre-mer. Et j'invite mes collègues à ce qu'on reprenne la discussion par ce bout-là. Nous avons une histoire singulière avec Mayotte. C'est que c'est sans doute l'une des populations qui aura voulu, avec le plus de force, avec le plus de passion, avec le plus d'entêtement, malgré toutes les rebuffades qu'elle a pu subir, être française. Et en ce sens, Mayotte française est un défi pour nos esprits, peut-être pas pour tous, mais pour certains d'entre nous, qui, anticolonialistes de longue date, sont en quelque sorte parfois stupéfaits de ce qu'ils voient. Comment est-ce possible? Et nous voici, nous autres, les anticolonialistes de toujours, en train de polémiquer avec de parfaits amis des Comores pour leur dire « Eh bien, écoutez, nous ne sommes pas d'accord avec vous cette fois-ci. Mayotte est française. » Et elle l'est d'une façon si touchante qu'on ne peut que s'en émouvoir. Je voudrais vous rappeler qu'en 1974, la France, disons-le comme c'est, et mon collègue Mansour Kamardine le sait mieux que d'autres, en 1974, il n'est pas vrai que la patrie avait une intention si grande que cela d'accueillir Mayotte. Il aura fallu une détermination sans faille de la population pour voter contre l'indépendance que les Comores, par ailleurs, ont choisie. Et ensuite, quel besoin avait-on de recommencer? Mais pourtant, on l'a fait. On a fait revoter à Mayotte en 1976 pour leur dire « Vous êtes vraiment bien sûr que vous voulez être français ?» Là-dessus, à 99%, ils ont répondu « oui ». Et je passe les autres votes, tantôt pour cette raison, tantôt pour telle autre. Je crois qu'on aura tout demandé à ces Mahorais pour voir si par hasard ils n'avaient pas l'intention de s'en aller. Et chaque fois, la réponse a toujours été « Vive la France ». On ne peut que s'émouvoir de cet attachement. On ne peut qu'en être touché au plus profond de soi. On ne peut qu'y réfléchir d'une autre manière que celle avec laquelle on a pu réfléchir dans le passé à des situations de cet ordre. Cette Assemblée sait-elle que ce sont les femmes qui sont montées en première ligne pour obtenir
que Mayotte reste française. Et savez-vous quelle méthode extraordinaire de pression elles avaient trouvée sur les hommes pour les punir, pour ceux qui étaient indépendantistes ou pour ceux qui semblaient laisser les choses aller? Eh bien, c'est un exemple unique au monde. Les femmes de Mayotte ont créé des commandos de chatouilleuses. Elles allaient dans les réunions abattre ce qui est le plus important apparemment pour un homme, c'est son amour-propre, en le ridiculisant, en le chatouillant. Eh bien, voici comment, par cette méthode spécialement pacifique, les femmes de Mayotte ont obtenu ce qu'elles voulaient, à savoir que le territoire reste français. Eh bien, s'il doit être français, alors il a le droit à toute notre solidarité et fraternité. Et il faut dire les choses comme elles sont. La situation actuelle est inacceptable et les Mahorais sont appelés à se débrouiller tout seuls et ce n'est pas acceptable. Nous devons aux Mahorais, nous leur devons l'unité, nous leur devons la parfaite égalité des droits. Je n'entrerai pas plus dans le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Voilà tout. On vous a dit, Monsieur le ministre, que nous pensons. Nous pensons que ce délai rallongé, sachant que le centre de rétention est bien sur la Petite Terre, si mes souvenirs sont exacts, et que, alors, Monsieur le ministre, vous équipez du fait que, comme elle est sur la Petite Terre, il faudrait prendre le bac pour aller sur la Grande Terre et aller... Oh, papa. Si vous manquez des bras et des bacs, vous n'avez qu'à en mettre. Si l'unité de la République est à ce prix, c'est pas grand-chose que quelques gendarmes, c'est pas grand-chose quelques juges ou une barge de plus. Non, pas cet argument, un autre, si vous voulez. Parce que s'il y a urgence et désorganisation de la vie sur le territoire, alors ce sont les autres aspects qu'il faut regarder. Ceux de l'extrême misère, et ça aussi, ça urge. Ce n'est pas acceptable. Ces gens ne méritent pas d'être traités de cette façon. On vous a dit tout à l'heure 84% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Bon, la pauvreté n'est pas une statistique, il faut lui mettre des visages, il faut lui mettre des contenus. La pauvreté, ce n'est pas qu'une privation d'argent, c'est surtout une privation des moyens ordinaires qui font la dignité de l'existence. Une habitation sur 3 en tôle. Où on accepterait ça sur le reste du territoire national? Sommes-nous incapables de couler les quantités de béton et de ciment ou les constructions en bois qu'on pourrait amener et faire? Pourquoi faut-il que nos compatriotes vivent de cette manière indigne? La patrie, si elle le veut, sur un claquement de doigts, règle ce problème. Si elle le veut, alors il faut le vouloir. Parce que ce que nous donnons à voir de nous, sur ce continent si proche d'Afrique, ce n'est pas l'image que nous voulons en donner. Un très grand défi nous attend, vous le savez. La population de l'Afrique en 2100, ce sera le double de la population totale du monde dans les années 50. Et c'est en Afrique que va se trouver l'immense cohorte de ceux qui auront avec nous en usage commun la langue française. La plupart des atouts de la France, de son destin, de ses défis, se trouvent sur ce continent. Et Mayotte en est un des miroirs, une des interpellations faites à tout le continent, d'une façon peut-être de vivre. Il faut donc que nous montrions un exemple. Nous ne pouvons pas être comme les autres. Nous ne pouvons pas oublier, mépriser ceux qui sont les nôtres et qui ont voulu l'être si passionnément. Alors, Mayotte, en quelque sorte, c'est le signal de ce que nous devons être capables de régler. L'explosion démographique. Si les gens ne peuvent pas rester chez eux, ils ne feront rien d'autre que d'essayer de se créer un autre destin en partant. Vous tous, nous tous ici, autant que nous sommes, c'est ce que nous ferions. C'est ce que feraient nos enfants s'ils étaient dans cette situation. Tous. Alors pourquoi pouvons-nous penser qu'eux ne le feront pas? Des populations immenses en Afrique vont se déplacer du fait du changement climatique et du fait qu'aucune perspective de développement ne leur est offerte. Il faut donc répondre à ce défi, premier élément. Deuxième élément, plus proche, entre la Comore, la Grande Comore, Moélie, Anjouan et Mayotte. L'écart de niveau de vie est tel, il est tel que vous ne pouvez pas dire à ces gens, écoutez-nous, nous ne voulons rien savoir de ça. Naturellement, il est évident que Mayotte ne peut pas accueillir la population des Comores, d'Anjouan et de Moélie. Nous pouvons le dire très tranquillement aux uns et aux autres. Cependant, il faut donc qu'ils aient les moyens de pouvoir vivre une vie digne chez eux. Donc ne prenons aucune mesure, n'acceptons aucune mesure qui aille à contre de cet objectif.
Et le gouvernement de l'Union des Comores ferait bien de s'en soucier, notamment dans sa relation avec l'Union européenne. Si le gouvernement de l'Union des Comores n'a rien à dire à l'Union européenne lorsqu'il vend ses droits de pêche, il sait aussi bien que nous qu'il appauvrit tous ceux qui peuvent vivre de la pêche artisanale. Mon collègue Younous Omarjee, député européen issu de La Réunion et qui est souvent là-bas avec Jean-Hugues Ratenon, a 10 fois expliqué pourquoi c'est un véritable crime que d'avoir vendu ses droits de pêche. Parce que la pêche artisanale ne peut plus vivre, ni aucune accumulation se faire qui permet à quelqu'un qui a beaucoup donné d'efforts de réaliser les économies qui lui permettent de passer à des moyens supplémentaires de travail. Ces accords sont affreux. Il faut qu'ils cessent. Il faut que l'Union européenne intervienne sur la Comore et fasse une aide au développement beaucoup plus importante que ce qu'elle fait. Parce que c'est l'intérêt de l'Europe que sa vitrine mahoraise ne soit pas cette image qui est donnée. Il y a vraiment beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance. La vie est plus chère qu'en métropole, de 19% pour les produits alimentaires. Qui voit ce petit territoire, voit quel exploit c'est, qu'on arrive à en tirer ici et là, par l'énormité de son travail, les moyens de vivre. Qui voit la situation terrifiante que représente le ramassage des déchets et leur traitement, qui est un problème devenu quasi insoluble pour un grand nombre de collectivités locales. Tout ça nous appelle à aller participer, aider, relever le défi avec les nôtres là-bas. Et l'eau potable. Sait-on dans cette Assemblée qu'en 2016, il y a eu une crise terrible de l'eau potable? Terrible! Collègues, sans doute vous le direz tout à l'heure, comme il y a à la Guadeloupe et comme il y a eu sur ce territoire. Une crise où il n'y a plus d'eau potable. Et il y a déjà, d'une façon générale, 30% des habitations qui n'ont pas l'eau courante. Mais là, c'était l'eau elle-même. Pourquoi? Parce que le changement climatique, parce que les réserves d'eau qui viennent du ciel étaient insuffisantes. On a mis 17 millions, nous dit-on. Il en faut 800 pour assurer un approvisionnement sérieux, stable, auquel les populations ont droit. Et si on part de l'idée qu'ils ont droit à avoir de l'eau potable, alors on s'en donne les moyens. Ou alors on explique aux gens comment ils peuvent s'en passer. Parce que ne rien faire ou ne pas faire les choses à la hauteur, au niveau auquel elles doivent être, c'est expliquer aux gens qu'ils peuvent s'en passer. Personne ne s'est risqué à ça jusqu'à présent. Je dis le problème de Mayotte se retrouve dans une partie de la Guadeloupe, comme le savent nos collègues de tous les bancs élus de ce département. L'aide médicale d'État ne s'applique pas. Pourquoi? L'État dépense 40% de moins pour un élève mahorais que pour un élève métropolitain. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas le contraire? Il devrait dépenser 40% de plus? Parce que notre intérêt est que la jeunesse mahoraise puisse participer au développement général du pays et qu'on ne lui annonce pas qu'elle est assignée à résidence. Nous avons besoin des Mahorais pour qu'ils donnent le coup de main, parce que nous avons besoin de toutes les intelligences, de tous les savoir-faire pour le bien commun. Plus le niveau de la population française générale est élevé, éduqué, mieux on se porte. Et chaque fois qu'on rate une génération, on en paye le prix comptant à la suivante. Tout le monde sait ça. Les enfants que vous n'aurez pas éduqués seront les illettrés de demain, qui n'auront d'autres possibilités de vivre que celles qui sont à côté de ce qui se lit et ce qui s'écrit, c'est-à-dire ce monde gris dans lequel il se passe toutes sortes de choses que personne ici ne peut approuver. Pourquoi est-ce que le montant du RSA est de 275 € alors qu'il est de 550 sur le territoire de la métropole? Je viens de dire il y a un instant, la vie coûte plus cher là-bas. Alors pourquoi, si la vie coûte plus cher quand on est pauvre, a-t-on moins que quand on est en métropole? J'ai posé ces questions, elles ont à voir avec le sujet. Mais si quand nous parlons de Mayotte dans cette Assemblée, c'est seulement pour examiner le délai d'expulsion d'un étranger, franchement, que vont dire nos compatriotes là-bas? C'est tout ce qui les intéresse. C'est tout ce qui intéresse les députés français. Il faut qu'il y ait un député et un président de groupe d'opposition pour dire aux Mahorais qu'on s'intéresse à ce qui se passe, tous autant qu'on est, quel que soit le bord politique sur lequel on siège, qu'on a quelque chose à dire aux Mahorais. J'espère qu'on entend ce que moi je suis en train de dire. Mais vous savez, j'ai un très bon souvenir de Mamoudzou, je dis ce que je crois juste pour ce territoire. J'ai parlé de grandes souffrances. J'ai évoqué les sujets qui me paraissaient les plus criants. La forme de l'habitat, l'eau potable,
les enfants. Et me voici à la question des mineurs abandonnés. La loi dorénavant a en quelque sorte décentralisé cette question au département. Le département, Mayotte, ne peut pas faire face toute seule à 5000 enfants abandonnés. Ce n'est pas possible. Il ne le peut pas. Il faut donc qu'on lui donne des moyens supplémentaires pour accueillir ces enfants. Les accueillir, les éduquer, les choyer sur place. Parce qu'il ne peut pas être question de retirer ces enfants de, comme l'a dit tout à l'heure si bien ma collègue Danielle Obono, de cette intense circulation des populations dans cet archipel où finalement les parentèles ne suivent pas la carte des identités nationales. Au demeurant, la langue, la religion, les liens font que l'histoire est un petit peu plus compliquée que ce qu'on peut croire depuis la métropole. Il faut voler à leur secours. J'ai parlé il y a un instant de la question de la pêche. Nous avons là le deuxième lagon du monde. Nous autres Français, nous avons le deuxième territoire maritime du monde, mais là, nous avons le deuxième lagon du monde. On ne peut pas continuer à accepter la situation qui prévaut dans cet environnement. L'accord de pêche est quasiment suspendu, je crois qu'il est suspendu de fait, parce que depuis 2017, les pêches illégales et la piraterie rendent impossible un fonctionnement normal. D'abord, l'accord lui-même doit être rediscuté. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour qu'on vende comme ça un poisson qu'on n'a pas encore pêché, qu'on donne à des gouvernements qui n'ont pas toujours fait la preuve qu'ils en faisaient le meilleur usage, et puis après on passe et on racle tout ce qu'il y a. Et à la fin, il n'y a plus rien. Pour personne. Or, un des ressorts essentiels de l'économie locale, c'est cette pêche artisanale. Alors peut-être que, vu de très loin, ça paraît dérisoire, peu important, mais vu de près, c'est fondamental. Des tas de gens, des tas de villages, des tas de familles en vivent. On ne peut pas continuer comme ça. Quant à la piraterie, on rêve. On rêve. Comment nous allons être défiés par qui? Nous n'avons pas les moyens. Oui, c'est vrai, nous n'avons pas les moyens. Savez-vous quels sont les moyens de protection de la France sur son propre territoire maritime aujourd'hui? Pour que vous ayez une idée, collègues, et que vous compreniez la passion que je peux mettre à cette question. Nous avons l'équivalent de ce que serait la protection du territoire hexagonal si, pour en assurer la sécurité, nous avions 2 voitures de police. 2 voitures de police pour tout le territoire national. Eh bien, tels sont les moyens que nous avons pour faire respecter les zones exclusives économiques qui dépendent de nous. Oui, très bien. Donc, nous devons faire en sorte que la Marine nationale soit en état d'assumer ses responsabilités. Et j'en profite, même si le rapport est un peu lointain, pour renouveler ma condamnation de l'idée lamentable de M. Ayrault de permettre aux navires de commerce et autres de se doter eux-mêmes de gardes armés pour leur voyage. C'est à la Marine nationale et à elle seule d'exercer le contrôle de ces zones et la violence qui va avec quand il faut que la violence soit déployée, hélas. Quant à l'immigration, nous savons tous ce qu'est la pure vérité. La situation n'est pas tenable. Ça fait mal de le dire. Nous préférerions qu'elle soit tenable. On ne peut s'en sortir qu'en permettant aux gens de rester aux Comores. On ne peut s'en sortir qu'en permettant aux gens de rester en Afrique et d'y vivre une vie digne. Mais lorsqu'ils ont fait le voyage, situation terrifiante qu'un voyage dans un endroit pareil, il faut se rendre compte que nous avons là les hauts fonds sur les 2 bords. Que si précisément la France est là, c'est parce qu'à un moment, on pensait que ce serait l'avant-poste par rapport à la voie que nous voulions ouvrir dans les années 1840 vers Madagascar. Une fois que les gens sont là, on ne peut pas dire aux Mahorais « débrouillez-vous ». Ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas se débrouiller. Il faut donc qu'on mette en place les capacités d'accueil qui permettent à ces personnes d'aller ailleurs. Ne tournez pas autour du pot, il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas dire aux Mahorais « écoutez maintenant, tous ceux qui arrivent à passer, qui ont survécu, parmi lesquels vous allez trouver souvent des parents, proches ou éloignés, eh bien, nous les renvoyons, je ne veux pas dire nous les jetons à la mer, je ne pense pas que qui que ce soit ici ait l'intention de jeter quelqu'un à la mer, mais enfin quand même. Il s'est perdu autant de monde en mer ces 10 dernières années qu'il y avait d'habitants à Mayotte en 1958. Il y avait 23 000 Mahorais à l'époque. Il y en a 250 000 aujourd'hui. On parle de 7 à 20 000 personnes noyées.
Et pour qu'on se comprenne bien, puisqu'on parle de chiffres et de population, pour qu'on voit bien quel défi nous avons devant nous, qui fait qu'il est impossible pour Mayotte de faire face toute seule à cette situation. Aujourd'hui, il y a 250 000 Mahorais, là où il n'y en avait que 23 000 en 1958. On prévoit qu'en 2100, il y en aura 500 000. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Attendre, regarder ce qui est en train de se passer et qui nécessairement terminera dans un chaos indescriptible si nous ne prenons pas auparavant les mesures fermes, résolues, qui ne sont pas du pointillisme. Pardon de faire cette critique, que nous considérons aujourd'hui que c'est du pointillisme. Vous dites on a fait une erreur, il faut rectifier un texte. C'est pas la première fois qu'on verrait ça dans notre pays, qu'on rectifie un texte. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait à propos de Mayotte. Vous avez eu il y a un an une situation sociale terrifiante sur l'île. Ne croyez pas que ce soit fini. Ne croyez pas que les gens aient oublié. Les gens sont raisonnables. Alors ils se disent qu'au bout d'un certain temps, eh bien, bon, il faut passer à autre chose. Mais ils ont tous la même boule au ventre en regardant leur situation réelle. Les Mahorais ne sont pas gens hostiles aux étrangers. Les Mahorais ne sont pas une population par principe xénophobe. Ce n'est pas vrai. Au demeurant, les traditions africaines ne sont pas de cette nature. Et qui plus est, la tradition des gens qui vivent dans un archipel, c'est qu'on reçoit l'autre. Mais il y a un moment, on ne peut pas. Tout simplement, on ne peut pas. Et c'est dans ce contexte que nous sommes. Il faut des mesures exceptionnelles. Il faut un plan qui montre quelle grande puissance nous sommes et qui ne peut pas accepter qu'une partie de sa population vive dans la négation de ce que nous croyons bon pour nous-mêmes, nous autres, sur le territoire de l'Hexagone. Alors, le dernier point, nous allons... Oui, moi je vais vous dire franchement les choses auxquelles je crois, mais vous me connaissez. Le droit du sol, nous allons mettre un amendement. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'on révise le droit du sol. Et pour ma part, j'en ai par-dessus la tête d'entendre dire que les Comoriens seraient tellement stupides qu'ils penseraient qu'en faisant des enfants à Mayotte, ça leur vaudrait le droit d'être français instantanément. Parce que ceci n'existe pas. La loi française ne le permet pas. Et si les gens se renseignent en tant soit peu, ils le savent. On ne peut pas, virgule, hélas, avant l'âge de 16 ans, avoir la nationalité de l'endroit où l'on vit. Je dis hélas parce que j'ai toujours été partisan d'un droit du sol intégral et absolu. Revenant à la vieille tradition française, qui touche la terre de France est libre. C'est ce qu'on disait de ceux qui étaient serfs. Et ensuite, c'est ce qu'on a dit après la Grande Révolution de 1789. Et je mets au défi qu'on m'explique quel problème ça poserait à la patrie. Je ne parle pas de Mayotte. Je parle du territoire de la patrie en général, de l'Hexagone si vous voulez être plus précis. Quel problème ça nous pose? Je suis partisan du fait qu'on fasse France de tout bois. Il y a place pour tous ceux qui veulent bien dans le pacte liberté, égalité, fraternité, mettre son intelligence et son dévouement au service du bien commun. Les Français n'ont pas à avoir peur. Il n'est pas vrai qu'ils seraient submergés. C'est croire que les gens ont plaisir à s'en aller de chez eux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Alors, le droit du sol doit être rétabli à Mayotte comme il est ailleurs. Je ne vois pas pourquoi on rajoute des clauses qui ne feront qu'empoisonner la vie des Mahorais. Parce que comment vous allez faire pour aller vérifier que celui-ci qui vous demande d'être français, son propre père ou sa propre mère, a des papiers en règle depuis... Tout c'est des histoires ingérables. Ingérable. 45% de la population d'origine étrangère qui se trouve sur le sol de Mayotte est en situation irrégulière. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Encore augmenter les chicayas, les raisons de paperasse, de discussion sans fin. Quand on est un petit Français, on se sent français, et c'est quelque chose de mortifiant que de s'entendre dire que peut-être qu'on ne l'est pas, que peut-être qu'on n'est pas comme les autres. Tous ceux qui ont connu l'immigration, quelle qu'en soit la forme, savent ça. Un enfant, un jeune, surtout 15-16 ans, a d'abord envie d'être comme les autres, de mener sa vie et de la mener bien. Et puisqu'il est en France, de la mener comme un Français, puisque c'est souvent la seule langue qu'il parle, à condition qu'on la lui ait enseignée. Tout retard pris dans ce domaine, et nous prenons du retard. C'est du malheur pour demain. J'espère avoir parlé plus largement que d'un seul point de vue partidaire. Sans doute me reprochera-t-on une fois de plus d'être hors sujet, peu me chaud. Réellement, je ne me voyais pas ayant cette affection pour Mayotte, connaissant les histoires tendres, si vous le permettez, mes chers collègues, qui émaillent l'histoire mahoraise, l'histoire
mahoraise et des Comores en général. Tout le monde a oublié cette pauvre princesse de Moëlie. Non, pas vous, tant mieux, qui est enterrée à Pem, en Haute-Saône. Et puis l'histoire de la fille du gouverneur, et puis l'histoire de tous ces gens qui sont là et qui ont fait tant de choses extraordinaires. Je ne me voyais pas, avec mes collègues, quand on en parlait, laisser passer le texte et dire « Oui, nous allons venir guerroyer pour savoir s'il faut qu'un contrôle soit fait pendant 5 jours ou seulement pendant 2. » Vous nous dites que c'est pour améliorer la situation et le respect des droits des gens. Mais moi, je suis prêt à vous croire, monsieur le ministre. Je suis persuadé que vous êtes un homme de bonne volonté, que c'est ce que vous vous figurez. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Pendant les 5 jours en question, l'occasion est trop belle d'en foutre dehors le maximum, sans aucune espèce de droit. Voilà la vérité. Je n'aurais pas le mauvais goût de reprendre certaines formules que j'ai condamnées en son temps. Mais il est temps qu'on entende ici, pas seulement la voix des élus de Mayotte, femmes et hommes, mais la voix de tout le monde pour dire aux Mahorais « Nous sommes fiers de vivre avec vous et heureux de vivre dans la même République française ensemble avec les mêmes droits égaux pour tous. » Merci.